La petite gardeuse d'oies. Il était une fois une reine et sa fille qui vivaient ensemble dans le plus beau château du pays. La princesse connaissait une fée qu'elle aimait beaucoup. Cette fée l'avait toujours protégée. Un jour, alors que la princesse avait atteint l'âge de se marier, elle décida de faire un voyage pour aller rencontrer le prince d'un pays voisin. La reine offrit à sa fille un coffret de bijoux à emporter avec elle. Si l'on apprend qu'une princesse voyage sur les chemins, il se pourrait que quelqu'un veuille s'en prendre à toi. Je vais donc te faire accompagner par ma suivante, qui t'escortera plus discrètement qu'un garde. La bonne fée aussi fit un cadeau à la princesse. Elle lui offrit un cheval parlant nommé Falada. Je suis prêt à partir, ma princesse. Je voudrais te donner une dernière chose, princesse. La fée donna également un mouchoir à la princesse. C'est un mouchoir magique, princesse. Garde-le toujours avec toi et serre-t'en quand tu en auras besoin. La princesse monta sur le dos de Falada et sa suivante sur celui d'un âne. Après quelques heures passées à traverser la forêt, la princesse était bien fatiguée et décida de s'arrêter pour se reposer un peu. « Oh, j'ai tellement soif! On a apporté une gourde d'eau. Vous pouvez me la passer ?» La suivante prit la gourde et but l'eau. « Ah, désolée, princesse, mais moi aussi j'avais très soif. Il n'y a plus d'eau, j'ai tout bu. Débrouillez-vous pour vous en trouver. Je ne suis pas votre servante. » La princesse fut choquée du manque de respect de la suivante, mais elle n'osa pas dire un mot, et les deux jeunes femmes se remirent en route. Au bout d'un moment, la princesse s'arrêta au bord d'un ruisseau. « Suivante royale, voulez-vous bien aller puiser de l'eau à cette rivière ? » « Désolée, princesse, mais je ne suis pas votre servante. Vous pouvez très bien descendre de votre cheval et aller vous chercher de l'eau toute seule. » La princesse et Falada échangèrent un regard. Le cheval lui parla discrètement. « Cette suivante ne m'inspire pas confiance, princesse. Méfiez-vous d'elle. » La princesse descendit de son cheval et alla puiser de l'eau dans le creux de ses mains. C'est alors que le mouchoir magique lui parla à son tour. « Restez sur vos gardes, princesse. Cette suivante semble bien dangereuse. » Soudain, alors que la princesse se penchait pour boire, son mouchoir magique tomba dans l'eau. Mon mouchoir! Voyant le mouchoir magique s'éloigner dans le courant, la suivante sauta sur l'occasion. Vous n'avez plus aucun pouvoir à présent. À partir de maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Et vous faites exactement ce que je dis. D'abord, enlevez vos vêtements de princesse et donnez-les-moi. Et cette tenue ridicule qu'on m'a donnée, à vous de la porter. Désormais, c'est moi la princesse. Et si vous essayez d'en parler à qui que ce soit, je vous ferai jeter en prison. » La suivante ne se contenta pas d'enfiler les vêtements de la princesse. Elle monta aussi sur son cheval, Falada, et se remit en route. La vraie princesse, elle, monta sur l'âne et la suivit. Au bout d'un moment, elles arrivèrent toutes les deux au palais du prince. Quand le prince les accueillit, il prit la suivante pour la princesse et l'invita à entrer. Mais il remarqua aussi la vraie princesse déguisée en suivante. « Oh, mon prince, vous savez, ce n'est qu'une servante. Sa place n'est pas auprès de nous, à l'intérieur du palais. Il vaudrait mieux lui trouver un emploi qui convienne à une domestique. » Alors le prince obéit et présenta la jeune femme à un jeune garçon nommé Conrad, qui était le gardien des oies. « Vous n'aurez qu'à aider Conrad à garder notre troupeau d'oies. » « Mon prince, j'ai une autre demande à vous faire. Pourriez-vous enfermer ce cheval insolent? Attachez-le avec des chaînes solides. Il a essayé plusieurs fois de me mettre à terre sur le chemin. » Le prince appela un de ses gardes et lui ordonna d'enchaîner le cheval dans une grange. La suivante faisait tout pour que sa tromperie ne soit pas découverte.
La vraie princesse fondit en larmes en voyant son cheval Falada se faire emmener. Elle alla le voir dans la grange. Le pauvre Falada était là, enchaîné. « Oh, Falada, mon pauvre, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Si votre mère apprenait ce qui se passe ici, elle serait très en colère. Peinée, la princesse laissa son cheval Falada et alla garder les oies dans la prairie avec le jeune Conrad. Au bout d'un moment, elle s'assit sur une grosse pierre pour se reposer et elle relâcha ses cheveux qui étaient attachés par des barrettes en or. Quand il vit briller les barrettes, Conrad s'approcha de la princesse pour essayer de s'en emparer. « Des barrettes en or! Je veux ces barrettes! Donne-les-moi! Oh, laisse mes cheveux tranquilles! Souffle, grand vent, souffle fort et haut! Souffle sur le jeune Conrad et prends-lui son chapeau! » À cet instant, une rafale de vent souffla si fort qu'elle emporta le chapeau de Conrad. Le garçon courut à la poursuite de son chapeau jusque dans les collines et finit par le rattraper. Pendant ce temps, la princesse rattacha ses cheveux en dissimulant ses barrettes en or. Après avoir gardé les oies jusqu'au coucher du soleil, Conrad et la princesse rentrèrent au château. Le garçon alla aussitôt se présenter devant le roi. « Je ne veux plus garder les oies avec cette fille que vous m'avez envoyée pour m'aider. »« Pourquoi, Conrad ? » ?»« Elle est complètement folle. Elle parle à son cheval et elle ordonne au vent de souffler pour emporter mon chapeau. Et elle ne m'aide pas du tout. » Les paroles du jeune garçon intriguèrent le souverain. Le lendemain, le roi suivit la princesse en secret. La princesse se rendit à nouveau dans la grange pour échanger quelques mots avec son cheval Falada. En entendant le cheval parler, le roi fut stupéfait. Il alla discrètement dans le pré où Conrad et la princesse gardaient les oies et se cacha derrière un buisson. Quand la princesse détacha ses cheveux comme la veille, le roi aperçut ses barrettes en or. Souffle, grand vent, souffle fort et haut, souffle sur le jeune Conrad et prends-lui son chapeau. Au mot de la princesse, une rafale de vent se leva et emporta le chapeau du garçon. À nouveau, Conrad dut courir le rattraper dans les collines. Pendant ce temps, la princesse rattacha ses cheveux en dissimulant ses barrettes en or. Le roi, qui n'en croyait pas ses yeux, retourna discrètement vers le palais. À la fin de la journée, le roi fit appeler la princesse pour l'interroger. Il lui demanda de s'expliquer au sujet du cheval Falada, de ses barrettes en or et du vent qu'elle soulevait. Et soudain, la princesse fondit en larmes. « Je ne peux rien dire, Votre Altesse, sinon je serai jetée en prison. » Racontez-moi tout, mon enfant. Si vous me dites la vérité, vous ne craignez rien. Rassurée, la princesse raconta au roi tout ce qui lui était arrivé. Alors c'est vous la véritable princesse. Ne vous en faites pas, il ne vous sera fait aucun mal, je vous le promets. Maintenant, allez vous vêtir comme une vraie princesse. Le roi fit ensuite venir son fils, le prince, et lui raconta toute l'histoire. Le soir même, sans rien dire à la fausse princesse, le prince organisa un grand dîner au palais. La vraie princesse était assise d'un côté du prince et la fausse de l'autre. La princesse était d'une beauté resplendissante. Sa suivante ne la reconnut même pas. « Qui est cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait à la fête? Et où a-t-elle trouvé ces bijoux étincelants, cette robe magnifique ?» Mes chers amis nobles invités, je vous demande toute votre attention. J'aimerais vous raconter une histoire. Le roi raconta à ses invités
tout ce qui était arrivé à la princesse comme s'il s'agissait de l'histoire d'une inconnue. À la fin, il demanda à chaque personne de l'assistance quelle punition elle réserverait à la jeune femme qui avait menti de la sorte. « Cette fille mérite le plus lourd châtiment qui soit, Votre Majesté. Une menteuse pareille, il faut l'enchaîner et la jeter en prison jusqu'à la fin de ses jours. » Ah oui, vous croyez? Eh bien, sachez que la menteuse de cette histoire, c'est vous. Je vous prends au mot, mademoiselle. Vous venez de prononcer votre propre châtiment. Soldats, emmenez cette menteuse hors de ma vue. La méchante suivante subit la punition qu'elle avait elle-même décidée pour avoir voulu prendre la place de la princesse par le mensonge et la ruse. Ce soir-là, le prince demanda sa main à la véritable princesse, qui accepta avec joie. Puis la princesse et le prince se rendirent ensemble dans la grange pour libérer le brave cheval Falada. La vérité a enfin éclaté. Si votre mère vous voyait en ce moment, elle pleurerait de joie. La princesse et le prince vécurent ensemble une vie heureuse, sous la protection bienveillante de la bonne fée. Dame Hiver et la surprise. Il était une fois, dans un village lointain, une femme sournoise qui détestait travailler. Cette femme avait 2 filles nommées Emma et Émilie. Emma était paresseuse et ne savait rien faire. Émilie, elle, était travailleuse et douée pour des tas de choses. Mais leur mère préférait Emma parce qu'elle était la plus jeune. Et elle la traitait toujours comme un bébé. C'est pourquoi elle chargeait Émilie de toutes les tâches de la maison. « Émilie, dépêche-toi de finir le ménage, il faut que tu ailles vendre les broderies. » Comme sa mère et sa sœur étaient trop paresseuses, Émilie devait aller seule au marché tous les après-midi pour vendre ses broderies. Quand elle rentrait à la maison, sa mère ne cuisinait que pour Emma. Émilie, elle, devait se contenter des restes du repas. Un jour, Émilie sortit dans le jardin et alla s'installer près du puits pour faire une broderie. Son ouvrage à la main, elle commença à broder. Soudain, un coq sauta sur sa tête et se mit à chanter. Hé, mais qu'est-ce que tu fais, coq? Descends de ma tête! Oh non, ma broderie! Émilie était désespérée d'avoir fait tomber son ouvrage dans le puits. Si ma mère apprend ça, elle sera très en colère contre moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Sers-toi de ton cerveau et du seau. Cerveau, seau, cerveau, seau. Suivant les conseils du coq, Émilie essaya d'attraper le seau suspendu au-dessus du puits. Mais en se penchant pour l'attraper, elle perdit l'équilibre et tomba dans le puits. Quand Émilie rouvrit les yeux, elle se trouvait dans un jardin couvert de fleurs colorées. Quel endroit magnifique! Mais comment suis-je arrivée ici? Elle se releva et fit quelques pas et vit un lapin devant elle. « Tu peux m'aider s'il te plaît? Je n'arrive pas à sortir cette carotte. Oh. » Émilie s'approcha du lapin et sortit la carotte de terre sans difficulté. « Oh, merci, merci beaucoup. » Le lapin s'en alla quand Émilie entendit quelqu'un appeler. « Hé, toi, tu veux bien m'apporter de l'eau? Sinon, je vais me dessécher, fanée. » Voyant la pauvre Rose sur le point de se flétrir, Émilie courut à la fontaine la plus proche. Elle prit de l'eau dans le creux de ses mains et elle alla la verser au pied de la rose.
La fleur retrouva sa fraîcheur et son délicieux parfum. « Merci beaucoup. Tu viens de me sauver la vie, jeune fille. » Émilie continua son chemin. Au bout d'un moment, elle arriva devant une maison. Devant la porte, une étrange femme qui ressemblait un peu à une sorcière la fixait des yeux. Émilie fut tellement effrayée par cette femme qu'elle s'enfuit aussitôt en courant. « Tu n'as pas à avoir peur de moi, mon enfant. Viens, j'ai quelque chose à te proposer. » Curieuse, Émilie retourna vers la femme. « Je suis Dame Hiver. Tout le monde m'apprécie ici. Si tu t'occupes bien de ma petite maison, tu peux rester ici tout le temps que tu veux. Tout ce que je te demande, c'est de couvrir mon lit de plumes sans faute chaque matin. Je ne sais pas comment rentrer chez moi de toute façon. Je peux rester avec vous quelque temps. » Émilie prit grand soin de la maison, comme Dame Hiver lui avait demandé. Chaque matin, sans se lasser, elle n'oubliait pas de couvrir de plumes le lit de la vieille femme. Dame Hiver aimait beaucoup Émilie, et chaque soir, elle lui préparait un délicieux repas. C'est ainsi que les jours passèrent. Mais même si Émilie menait une vie heureuse, sa maison commençait à lui manquer. « Dame Hiver, je vous aime beaucoup, mais j'aimerais rentrer chez moi maintenant. » « Ma chère Émilie, je suis très heureuse que tu aies accepté de passer autant de temps auprès de moi. Bien sûr que tu peux rentrer chez toi si tu veux. Viens, je vais te montrer le chemin. » « Oh, merci pour tout, Dame Hiver. » Dame Hiver accompagna Émilie devant un grand portail doré. Au moment où Émilie franchit les portes, elle se retrouva vêtue de vêtements neufs et couverte d'or. « C'est un cadeau pour te remercier de t'être gentiment occupée de moi. Et voici la broderie que tu avais laissée tomber dans le puits. Reprends-la. » « Oh, merci beaucoup, Dame Hiver. Vous êtes si bonne. » Ensuite, Dame Hiver couvrit les yeux d'Émilie avec ses mains et elle lui demanda de compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Quand Émilie rouvrit les yeux, elle était devant sa maison. Émilie est de retour et elle est couverte d'or. En voyant Émilie, sa mère et sa sœur Emma ne purent cacher leur surprise. « Ah, mais comment, où est-ce que tu as trouvé une robe aussi belle et tout cet or ?» « Emma, tais-toi un peu. Ma chère petite Émilie, j'étais tellement inquiète pour toi. Et si tu me racontais où tu as trouvé tous ces jolis bijoux ?» Émilie expliqua en détail tout ce qui lui était arrivé. En l'écoutant, sa mère pensa qu'Emma pourrait faire la même chose. Elle envoya sa fille préférée au puits. Emma jeta la broderie qu'elle avait apportée dans le puits. Ensuite, elle sauta comme pour la rattraper. Et quand elle rouvrit les yeux, elle se trouvait dans le mystérieux jardin qu'Émilie avait décrit. Elle marcha un moment et rencontra un lapin. Le lapin demanda à Emma de l'aider à déterrer une carotte. « Pas question, je ne vais pas me salir les mains pour un lapin. » Emma s'éloigna sans aider le lapin. Un peu plus loin, elle vit une rose qui était sur le point de faner. La rose lui demanda de l'aide. « Je ne peux pas te donner de l'eau. Avec toutes tes épines, je m'écorcherai les mains. » Emma s'en alla sans aider la rose. Elle arriva enfin devant la maison de Dame Hiver. « On m'a dit que vous cherchiez quelqu'un pour travailler chez vous. Je serais ravie que vous m'embauchiez. » Dame Hiver expliqua à Emma ce qu'elle devait faire dans la maison. « N'oublie pas,
Chaque matin, tu devras déposer des plumes sur mon lit. » Emma accepta toutes les consignes. Le premier jour, elle fit bien son travail et déposa soigneusement les plumes sur le lit. Mais les jours suivants, elle en faisait de moins en moins. La maison devenait de plus en plus sale et Emma ne déposait plus de plumes sur le lit de Dame Hiver. Dame Hiver était très fâchée de voir qu'Emma ne faisait pas ce qu'elle avait promis. « Je pense que le moment est venu que tu rentres chez toi. » Emma était ravie d'entendre ces mots. Elle avait hâte de repartir avec de beaux vêtements et des bijoux en or. « C'est vrai, je vais avoir ma récompense et je vais rentrer chez moi. » Dame Hiver la conduisit au portail doré. Quand Emma franchit les portes, c'est une pluie de boue qui tomba sur elle. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? La porte ne t'a pas couverte d'or et de beaux habits parce que tu n'as pas tenu tes engagements. Maintenant, compte jusqu'à 3 et rentre retrouver ta famille. 1, 2, 3... Et elle se trouva soudain dans le jardin de sa maison. En la voyant, le coq se mit à chanter. Emma est rentrée couverte de boue. Sa mère et sa sœur Émilie furent stupéfaites de la voir pleine de boue. Emma leur avoua que cette boue était sa punition pour ne pas avoir fait correctement les tâches que Dame Hiver lui avait confiées. Ce jour-là, Emma comprit l'importance de faire son travail consciencieusement. Et elle décida d'apprendre la broderie avec sa grande sœur Émilie. Les deux sœurs se mirent à travailler ensemble et vécurent une vie heureuse. Il était une fois un frère et une sœur nommés Hansel et Gretel. Ils avaient perdu leur mère quand ils étaient bébés. Ils vivaient avec leur père dans une cabane au cœur de la forêt. Leur père, qui était bûcheron, travaillait dur pour les nourrir, tout en s'occupant de ses enfants. Les années passaient et il lui était de plus en plus difficile de travailler en élevant seul 2 enfants. Il décida donc de se remarier. La nouvelle femme du bûcheron venait d'une famille aisée et ne supportait pas l'idée d'être pauvre et de devoir vivre dans une misérable petite cabane au milieu de la forêt. De plus, elle détestait les enfants de son mari. Par une froide nuit d'hiver, alors qu'ils s'apprêtaient à s'endormir, Hansel et Gretel entendirent leur belle-mère parler à leur père. « Comment allons-nous passer l'hiver? Nous n'avons pas de quoi manger. Si nous ne nous débarrassons pas de ces enfants, nous allons tous mourir de faim. » Le père protesta furieusement. « Inutile de discuter. J'ai pris ma décision. Demain, nous les emmènerons dans la forêt et nous les abandonnerons. » En entendant cela, Gretel se mit à pleurer. Son frère Hansel la consola. « Allez, ne t'inquiète pas, Gretel. On se débrouillera pour retrouver notre chemin. » Un peu plus tard dans la nuit, Hansel se faufila hors de la maison pour aller ramasser autant de petits cailloux qu'il pouvait et les mettre dans sa poche. Le matin, ils se mirent tous en route à travers la forêt. Leur père leur avait simplement dit qu'ils allaient faire une promenade en famille. Chemin faisant, sans que personne s'en aperçoive, Hansel semait ses petits cailloux pour marquer son chemin. Dans l'après-midi, leur père et leur belle-mère allumèrent un feu et leur dirent de les attendre là, qu'ils revenaient tout de suite. Mais ils s'en allèrent et disparurent dans les bois. Le temps passait, mais ils ne revenaient pas.
À la nuit tombée, les terribles cris des animaux sauvages de la forêt commencèrent à résonner tout autour. Effrayés par les hurlements des loups, Hansel et Gretel attendaient près du feu que la lune éclaire la nuit. Quand la lune fut assez haute pour éclairer les petits cailloux, les deux enfants se mirent en route pour rentrer chez eux. « Bien joué, Hansel! Tu as été très malin, tu sais !» Quand les enfants arrivèrent à la maison, leur père était à la fois surpris et très heureux de les revoir. Leur belle-mère fit semblant de se réjouir aussi, mais au fond d'elle, sa décision n'avait pas changé. Elle était très contrariée de les voir revenir. 3 jours plus tard, la belle-mère essaya à nouveau de se débarrasser d'eux. Mais cette fois, elle enferma les enfants à clé pour la nuit, ce qui empêcha Hansel d'aller ramasser des cailloux. Mais Hansel était un garçon intelligent. Le matin, alors que la famille cheminait dans la forêt, Hansel émiettait le morceau de pain qu'il avait mis dans sa poche la veille pour marquer le chemin de sa maison. Vers midi, le père et la belle-mère trouvèrent une excuse pour s'éloigner et laisser les enfants à nouveau seuls au milieu des bois. Comprenant qu'ils n'allaient pas revenir, Hansel et Gretel décidèrent de se mettre en route avant la tombée de la nuit. Mais cette fois, ils ne réussirent pas à trouver leur chemin. Toutes les miettes de pain avaient été mangées par les oiseaux. Gretel se mit à pleurer. Et pour la première fois, Hansel lui aussi perdit espoir. Cette fois, les enfants étaient vraiment perdus. Sans nourriture et terrorisés, les pauvres enfants errèrent dans la forêt 3 jours durant. Le 3e jour, ils aperçurent un oiseau blanc comme la neige. L'oiseau chantait pour eux de sa belle voix. Oubliant un instant leur faim, les enfants suivirent le bel oiseau. L'oiseau les mena jusqu'à une curieuse petite maison. Les murs de la maison étaient faits de pain d'épices, le toit était en gâteau et les fenêtres en sucre d'orge. Et tout autour, la maison était décorée de délicieuses crèmes colorées. Hansel et Gretel n'en croyaient pas leurs yeux. La maison était tellement appétissante. Oubliant leur fatigue, les enfants se mirent à courir vers la maison. Mais au moment où ils s'apprêtaient à en prendre une bouchée, ils entendirent une voix qui venait de l'intérieur. Qui grignote ma maison? Ils levèrent les yeux et virent une charmante vieille dame sur le pas de la porte. Quand ils lui racontèrent ce qui leur était arrivé, elle en parut désolée et leur proposa d'entrer. L'intérieur de la maison était très différent de l'extérieur. Il était sombre et un peu effrayant. Quelque chose n'allait pas. Mais les enfants étaient tellement affamés et fatigués qu'ils n'y firent pas très attention. La vieille dame leur apporta toutes sortes de nourriture et de desserts. Les enfants mangèrent des plats qu'ils n'avaient jamais goûtés auparavant. Cette nuit-là, ils s'endormirent sur le lit le plus douillet qu'ils aient jamais vu. Quand ils se réveillèrent le matin, la vieille dame n'était plus là. Ils regardèrent autour d'eux. Au fond de la pièce, ils aperçurent une petite porte. Quand ils ouvrirent la porte, ils découvrirent des montagnes d'or et de bijoux. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Hansel voulut entrer pour voir ça de plus près, mais au moment d'entrer, ils entendirent à nouveau une voix. « Que pensiez-vous donc faire ?» Quand ils se retournèrent, les enfants se trouvèrent nez à nez avec une sorcière. La vieille dame était en fait une méchante sorcière qui attirait les enfants à elle avec sa maison en pain d'épices et en sucre d'orge. Les enfants tentèrent de s'échapper, mais la porte était fermée à clé. La sorcière attrapa Hansel par les cheveux et l'enferma dans une cage. Puis elle traîna Gretel dans la cuisine. « Ton frère est bien trop maigre.
Prépare-lui à manger et fais-le grossir un peu. Quand il aura suffisamment engraissé, il fera un repas parfait pour moi. Mais toi, ne t'avise surtout pas de manger quoi que ce soit. Tu m'entends? Toute la nourriture est pour lui. Gretel, qui n'avait pas le choix, fit ce qu'elle lui demandait. Heureusement, Hansel était un garçon sage et intelligent. Il décida de piéger la vilaine sorcière. Chaque nuit, quand la sorcière dormait, il creusait un trou dans le sol de sa cage. Tous les matins, la sorcière venait vérifier s'il avait pris du poids. Mais Hansel ne mangeait rien de ce que lui préparait sa sœur. Il enterrait tout dans le trou qu'il creusait. Alors la sorcière demandait à Gretel de cuisiner davantage. Mais les jours passaient et la sorcière commençait à en avoir assez. Gros ou pas, peu importe, après tout. Ce soir, je mangerai une tarte à Hansel. Et se tournant vers Gretel, « Va donc voir dans le four, si la pâte te paraît bien cuite. » Bien qu'elle soit très effrayée, Gretel était une fillette aussi avisée que son frère. Elle avait compris que la sorcière comptait la pousser dans le four. « C'est un peu trop haut pour moi. Je n'arrive pas à voir la pâte. » se plaignit Gretel. La sorcière écarta la fillette et mit elle-même sa tête dans le four. Gretel rassembla toutes ses forces, poussa la vieille sorcière dans le four et referma la porte. Gretel savait où la sorcière avait caché sa clé. Elle courut ouvrir la cage et délivra Hansel. Les flammes du four se répandirent dans toute la maison. Hansel et Gretel sortirent au plus vite et s'enfuirent dans les bois. Mais ils ne savaient pas où aller. Après une longue course, ils arrivèrent au bord d'une rivière. Un grand cygne les conduisit l'un après l'autre sur l'autre rive. Les enfants regardèrent autour d'eux et tout à coup, ils reconnurent l'endroit où ils étaient. Ils coururent à la maison aussi vite qu'ils le purent. En voyant ses enfants, le père fut rempli de bonheur. Avec des larmes de joie, il leur raconta que leur belle-mère était retournée vivre chez ses parents, peu après les avoir abandonnés dans la forêt. Il était tellement désolé de ce qu'il avait fait. Il n'avait cessé de les chercher depuis, mais ne les avait trouvés nulle part. Les enfants adoraient leur père et acceptèrent sans peine de lui pardonner. Mais une autre surprise attendait leur père. Les deux enfants fouillèrent leurs poches et en sortirent de l'or et des diamants qu'ils avaient trouvés dans la maison de la sorcière. Le père n'en croyait pas ses yeux. Tous les problèmes que la famille avait traversés étaient enfin arrangés. Et ils vécurent heureux pour toujours.